Bienvenue dans 7 jours en France. Cette semaine, nous nous intéressons à un trésor invisible et qui contribue pourtant à l'image de la France dans le monde. Le parfum. La France est le premier exportateur mondial de cosmétiques, de parfums en particulier, avec des ventes estimées l'an dernier à 12 milliards d'euros. Nous sommes ici dans un ancien hôtel particulier d'un des quartiers les plus chics de Paris, la rue du Faubourg Saint-Honoré, un écrin prestigieux pour ce tout nouveau musée, le Grand Musée du Parfum. Une odeur se diffuse, là c'est l'odeur de la fumée de bois. Ah, ça sent bien. Et nous commençons cette visite du Grand Musée du Parfum, ici, dans ses sous-sols, en compagnie de sa directrice générale, Sandra Armstrong. Merci beaucoup de nous accueillir. On va commencer par l'histoire du parfum, parce que c'est ce qui est évoqué ici. Quels sont les premiers hommes à s'être parfumés? Alors les premiers hommes à se parfumer, ou plus particulièrement à brûler le parfum, étaient les Égyptiens. 1500 ans avant Jésus-Christ, les Égyptiens aimaient particulièrement le kifi. Et vous pouvez le sentir ici, approchez-vous. C'est très épicé, c'est très mielé, ça rappelle l'encens, l'oliban, deux matières premières que les Égyptiens affectionnaient particulièrement. Et en fait, pour honorer leur dieu, ils avaient des rituels d'offrande quotidiens et ils brûlaient donc le kifi. Alors au XXIe siècle, se parfumer, c'est d'abord sentir bon, mais à travers l'histoire, le parfum a servi à d'autres choses. Il avait des vertus médicinales notamment. Au début, le parfum était sacré, on le brûlait pour honorer des dieux, et puis dans les époques médiévales, on a cru dans ses vertus curatives et protectives contre les épidémies, notamment la peste. Et effectivement, les matières premières comme le romarin, la lavande avaient des effets antiseptiques. Donc on a macéré dans des aqua vitae, où on a distillé en 1370, notamment l'eau de la reine de Hongrie, dont la légende dit que cette reine, qui avait plus de 70 ans, grâce à l'eau de la reine de Hongrie, était éternellement jeune et belle et s'est remariée à 75 ans. Alors Sandra Armstrong, vous me disiez que l'Égypte était le berceau de la parfumerie ancienne. Pour la parfumerie moderne, c'est la France, elle est représentée dans cette aile du Grand Musée. La France devient à partir de 1830 le berceau de la parfumerie, grâce à la Cité de Grasse, la Cité des Fleurs, et Paris qui est symbole de l'art de vivre et de la sophistication. Et donc on peut citer Madame de Staël qui dit qu'à un moment donné, la parfumerie moderne naît de la rencontre de la mode, du commerce et de la chimie. Et la France, dans l'exposition universelle à Paris en 1900, occupe une place très particulière puisqu'elle est réputée pour son audace créative et ses techniques industrielles, notamment la naissance de la chimie de synthèse. À l'origine des parfums, il y a bien sûr des ingrédients, mais il y a aussi des hommes, des parfumeurs, des nez, comme on les surnomme. Il faut pour cela, bien sûr, avoir un odorat bien affûté, mais c'est aussi un métier qui s'apprend. C'est le cas à Grasse, en Provence, dans le sud de la France, qui est considérée comme la capitale mondiale du parfum. D'abord, il faut les choisir, on ne prend que celles qui sont bien ouvertes. D'accord. Donc on peut voir un petit peu le cœur au milieu. Ouais. Lucia n'est pas cueilleuse de roses de mai. Elle est apprentie nez. Comme elle, ils sont 12, venus du monde entier pour étudier à Grasse, la capitale des senteurs, avec un rêve, devenir un jour parfumeur. De la rose au parfum. Ouais, c'est fantastique. Les futurs nés découvrent les dessous des fragrances. Et on va mettre ces fleurs dans l'extracteur de façon à pouvoir récupérer tout leur parfum, le traitement à l'exhale, comme je vous ai expliqué. Il faut ce tapis de rose, 300 kilos de pétales, pour avoir 500 grammes d'extrait de parfum, après distillation. Bien loin des champs de fleurs pendant un an, aux côtés de nez professionnels, les élèves vont apprendre à décortiquer les odeurs. On va travailler maintenant sur cet accord de rose. Vous allez essayer, vous, de mettre vos ressentis pour essayer de créer un accord qui ait cet effet ressenti pour vous. Et pour créer un accord qui sent la rose, Le phényléthylalcool, il faut mélanger de multiples odeurs, au nom étrange. je cherche le citronnellol à 10%. Une science précise, au millilitre près. 5 à 6 heures par jour,
les élèves s'entraînent à reconnaître plus de 400 odeurs différentes, à l'aveugle. Alors, qu'est-ce que tu sens, toi, Chloé? Je vais être très fraîche en tête. Côté un peu champignon. Champignon? Ouais, moi j'aime bien. Tout lavender. C'est super proche de la lavande. Pour acquérir cette incroyable mémoire du nez, à chacun sa technique. C'est très lié à la mémoire. Par exemple, je vais avoir des odeurs qui vont me dire... Ça va être une confiture de ma grand-mère, ça va être une fleur que j'ai sentie dans un jardin à un tel moment. Je vais l'associer à une musique. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement, mais c'est comme ça qu'on forme notre nez. Avant d'être capable de composer un parfum prestigieux, ces élèves devront s'entraîner une dizaine d'années. Dans le monde, ils ne sont qu'une centaine de nés à réaliser ces flacons vedettes. Je vous propose à présent de rencontrer l'un des meilleurs nés du monde. C'est ici, à la Maison Guerlain. Il y a près de 2 siècles maintenant, Pierre-François Guerlain a déclaré que la gloire est éphémère, seule la renommée reste. Et c'est le cas dans cette maison, notamment grâce à ses nez. Bonjour Thierry Vasseur. Vous êtes un parfumeur, un créateur de parfums pour cette Maison Guerlain. Ma première question est simple. D'où vous vient l'inspiration pour créer un parfum ? Alors d'abord, bonjour, bienvenue à la Maison Guerlain. Et l'inspiration, vous savez, c'est une muse qui est parfois difficile à attraper. L'inspiration vient de façon parfois anecdotique, imprévue. Et ça peut être un voyage, ça peut être une rencontre avec quelqu'un, une conversation, ça peut être un moment d'égarement peut-être. Et à partir du moment où vous saisissez un détail dans votre vie, qui vous accroche. Toute la fantaisie de votre cerveau de parfumeur se met en route pour raconter une histoire. Et l'inspiration, c'est celle de vouloir absolument raconter une histoire. Comment est-ce que vous vous exercez pour vous entraîner? Est-ce que vous avez une discipline particulière pour entraîner votre nez? Il y a des odeurs que vous évitez, d'autres que vous privilégiez? Il faut vivre pour pouvoir exprimer quelque chose et donc je me limite le moins possible. Alors, il devrait y avoir une discipline au quotidien qui est celle de faire ses gammes. C'est-à-dire d'avoir son assistante ou son assistant de laboratoire qui vient avec des mouillettes, comme ça, avec des matières premières, à deviner. Il faut savoir si c'est une rose de Bulgarie, de Turquie, d'Iran, etc., etc. Et comme je suis un peu fainéant, je ne fais pas ça tous les jours. C'est quelque chose qui vous est venu très jeune. Hein. Je crois que vous faisiez déjà des expériences quand vous aviez une douzaine d'années. Hein. J'ai eu la chance de grandir à la campagne en Suisse et j'avais trouvé un moyen pour me faire un peu d'argent de poche de faire un faux martini rouge à base de fleurs de pissenlit. Et je vendais ça, je crois, 10 francs suisses la bouteille d'1 litre, ce que c'était quand même... Et je me faisais de l'argent comme ça. Donc oui, cette idée d'alchimiste et la passion de cette notion un peu romantique du guérisseur avec les plantes, etc., ça m'a pris assez tôt. Et à l'époque, ma mère désespérait parce que je courais les champs plus que les salles de classe. Je me dis, en fait, toutes ces expériences ont un sens pour moi aujourd'hui parce que je suis de retour dans les champs. Je passe 30% de mon temps annuel dans les champs à contrôler, à chercher et à acheter les matières premières. Merci. Merci beaucoup, Thierry Vasseur, de nous avoir accordé un peu de temps. Avec plaisir. Le monde du parfum évolue en permanence et certains petits créateurs sont en train de se faire remarquer. Loin de l'industrie, ils créent leur propre marque et se distinguent notamment avec des noms de parfums parfois provocateurs et des fragrances plutôt originales. Bienvenue. Chez Marie-Antoinette, on cultive l'originalité avec 250 parfums rares et parfois très anciens dont Antonio parle comme de voyage. Il y a une église grecque orthodoxe. Imaginez que les portes de cette église vont s'ouvrir sous vos yeux, un mariage va en sortir, et voilà ce que vous pourriez
avoir comme odeur l'encens. Antonio a choisi de représenter de petites maisons, même si certaines ont ensuite été absorbées par de grands groupes. Au cœur du quartier latin, la boutique de Frédéric Malle en est l'exemple parfait. Il s'est lancé en 2000 comme éditeur de parfums et a été racheté en 2014 par le groupe Estée Lauder. Dans la boutique, les nez s'affichent sur les murs comme sur les flacons. Ce sont vraiment des chefs-d'œuvre qui émanent de nos auteurs. Donc l'idée, c'est vraiment mettre en avant l'esprit artistique. Ces effluves, on ne les trouve pas partout et c'est justement ce que veulent les clients. Je recherche un parfum qui soit moi qui passe dans un couloir ou que je vais chez des amis, on dit voilà, Déborah a été là. Même chose pour cet Américain venu chez État Libre d'Orange débusquer une fragrance qui ne soit pas distribuée ailleurs, comme d'autres achètent une esquisse signée et numérotée. J'ai vécu à New York et à Los Angeles et on y trouve les mêmes marques pour la plupart. Donc je voulais quelque chose d'unique et difficile à trouver. Pour moi, c'est aussi important que de visiter des musées, parce que c'est la création d'aujourd'hui, comme de l'art contemporain qu'on peut porter sur sa peau. Une forme d'art qui, comme la peinture ou la sculpture, en leur temps joue la carte de l'impertinence, dans les noms des parfums comme dans les odeurs, car ici, les effluves maison s'appellent charogne, anti-héros ou essence du traître. On est toujours dans cet exercice du contraste, dans ce côté un peu saillant, un peu guillotine, un peu sur les frontières. Voilà, on est une maison pour les contrebandiers et les sans-mêlés. Un parti pris radical, loin des discours marketing des grands groupes et des effluves lissés et industrialisés, pensés pour le plus grand nombre. C'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver sur france24.com. À bientôt sur France 24.